Et surtout ce sentiment, je disais, d'en sortir meilleur, quoi. On est meilleur en sortant qu'au début, si vous voulez. Donc ça, c'est sur le plan psychologique, c'est quand même très important, si vous voulez, parce que on voit que c'est possible aussi. Bonjour, Monsieur Olivier Gardon. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir eu l'amabilité d'accepter cette interview au sujet de Monsieur Jean Fassina. Également, je suis très honorée que vous ayez accepté de faire partie du comité d'honneur de l'école Jean Fassina. Donc, vous avez bien connu Monsieur Fassina. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de lui? Oui, moi je pense à l'ami, si vous voulez, que j'ai connu, enfin, on ne devient pas ami du jour au lendemain, mais je veux dire, c'était un processus. Donc le côté très humain chez lui, et cette générosité, cette chaleur dans les rapports humains, si vous voulez, ça c'est une chose qui, moi, m'a beaucoup apporté et attiré aussi. Après, évidemment, je pense évidemment aux musiciens et aux pianistes, bon, qui connaissaient l'instrument comme peu de pianistes sans doute. Mais je dirais, c'était un personnage très généreux, bon, très bon, et je pense que c'est relativement rare à notre époque. Donc c'est ça, pour moi, si je pense à Jean Fassina, je vois quelqu'un de jovial, de bon, qui fait du bien aussi, je veux dire, autour de lui. Voilà. En dehors de tout problème musical, je veux dire ça. Après, il y a des spécificités, bien sûr, mais c'est le personnage, c'est l'homme, quoi. Voilà, c'est l'être humain. Dans quelles circonstances avez-vous connu Monsieur Fassina et pour quelles raisons avoir choisi de travailler avec lui? Voilà, alors donc j'ai rencontré Jean Fassina un petit peu par hasard, dans le sens où nous nous enseignions tous les deux dans un même stage d'été, une académie d'été qui était dans les Pyrénées, je crois à Barèges, il me semble, je pense dans les années 90. Donc c'est-à-dire que ça a été la rencontre, je veux dire, moi j'étais aussi professeur à l'époque, si vous voulez, donc une différence d'âge entre lui et moi, mais j'étais pas un jeune étudiant, j'étais déjà dans le métier, aussi bien le métier en tant que professionnel, enfin en tant qu'enseignant, qu'en tant que, dans le fond, concertiste, musicien, quoi, si vous voulez. Donc cette rencontre s'est faite, j'étais attiré par ce qu'il disait aussi à ses étudiants, parce que j'ai assisté aussi un petit peu à ses cours, mais dans le fond, ça a été ce contact humain, et puis on a parlé musique, mais d'une manière tout à fait, je dirais, naturelle, quoi. C'est pas un échange ou une joute, je dirais, de savoir qui était le plus brillant pour parler du piano, etc. Donc c'était une chose qui s'est faite d'une manière très naturelle, et ça m'a donc donné envie de jouer certains programmes de récital que j'avais, et c'est comme ça que je suis allé le voir. Je suis pas allé prendre des leçons avec lui parce que j'avais non pas passé l'âge, parce que des leçons on peut en prendre à tous les âges, c'est vrai, mais c'était pas une relation, si vous voulez, étudiant maître, quoi, si vous voulez. C'était un peu différent, et d'ailleurs c'était peut-être plus rare et plus intéressant pour moi, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres quand j'étais étudiant. On va peut-être en parler tout à l'heure, de Pierre Sancan, de différentes. Bon, la relation était différente parce que là j'étais au conservatoire, j'avais, je sais pas, 17 ans, 18 ans, j'avais devant moi quelqu'un qui devait avoir 50, 55, donc qui était une autre génération. Mais tandis que quand j'ai rencontré Jean, même s'il était plus âgé que moi, j'avais une impression d'échange, quoi, si vous voulez, c'est ça. Et ça m'a donné envie de lui jouer certaines choses, si vous voulez, pour avoir son avis, bien sûr, et pour
Partager plutôt. Partager, voilà, c'est ça. Et après, il m'a apporté beaucoup de choses, bien sûr. Mais c'était l'aspect. C'était pas la dynamique n'était pas de dire tiens, Jean Fassina, si je lui joue ça va m'aider sûrement. C'était une chose naturelle, si vous voulez. C'est-à-dire un échange musical, si vous voulez. Et c'est ça qui en fait la valeur à mes yeux, si vous voulez. D'accord. D'ailleurs, vous avez eu nombreux brillants professeurs. Votre talent exceptionnel a été découvert par la légendaire pianiste Lily Krauss. Lily Krauss, oui. Après, vous avez été formé par le célèbre pédagogue et excellent pianiste et compositeur Pierre Sancan. Oui. Et également, vous avez connu les grands maîtres tels que Georgi Chebok, oui. Jean Hubo, oui. ainsi que Geza Anda. Oui, oui, tout à fait. Et comment s'est déroulé l'enseignement avec ces professeurs? Voilà. Donc, si on veut chronologiquement, si vous voulez, moi j'habitais Nice, j'ai commencé le piano très jeune, et j'ai eu la chance de commencer avec un professeur qui était une dame qui s'appelait Madame Audibert Lambert, qui a été une élève de Cortot, qui avait donc à l'époque eu son prix au conservatoire, de Paris, et donc il m'a formé d'une certaine manière, si vous voulez. Hein. Et ce qui m'a intéressé, c'est aussi après, quand je suis allé j'étais présenté à Pierre Sancan par Pierre Cochereau, le grand organiste qui à l'époque était directeur du conservatoire de Nice, où donc j'étais étudiant, où j'avais terminé assez tôt les études, mais enfin bon. Et donc j'ai eu ce premier contact avec Pierre Sancan, et donc il m'a proposé de me présenter dans sa classe, qui pour moi était vraiment une grande preuve de confiance, si vous voulez. Donc j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris dans la classe de Pierre Sancan, qui lui était un élève, non pas de Cortot, mais un élève d'Yvnat, si vous voulez. Donc c'était deux aspects, si vous voulez, quand même du piano français, de personnalité, très forte personnalité. Et c'est d'ailleurs il a pris la succession d'Yvnat au conservatoire quand il a été professeur. Si vous voulez. Il a été professeur assez jeune, je crois, Pierre Sancan. Enfin, et j'ai donc connu aussi Jean Hubo dans le cadre du conservatoire de Paris, puisqu'il était professeur de musique de chambre. Et j'ai fait après ce qu'on appelait le 3e cycle de musique de chambre. Donc j'ai rencontré ces personnages-là. Quant à Lily Krauss, je dirais que je l'ai connue quand j'étais très très jeune, parce que elle faisait une énorme carrière, notamment en France, si vous voulez, et donc il se trouve qu'elle, je sais pas exactement quelles circonstances, mais elle est venue, elle a travaillé même sur le piano qui est derrière, si vous voulez, qui était dans le salon d'attente de mon père, qui était chirurgien dentiste, et donc il y avait ce Steinway de concert. Et mon père, qui était un passionné de musique, était évidemment, c'était pour lui un grand honneur de pouvoir recevoir des gens comme Lily Krauss, comme des gens comme Monsieur Shura Cherkassky aussi, enfin et des tas de pianistes, évidemment on parle de Ciccolini, enfin qui ont pu travailler sur ce piano pour moi sur lequel j'ai appris à travailler le piano, si vous voulez. Donc c'est une personne que j'ai retrouvée ensuite, quand puisque elle était dans le jury du concours Marguerite Long, quand j'ai eu le Grand Prix Marguerite Long en 73. Lily Krauss que j'ai revu, etc. Et c'est une personnage du 19e siècle, je dirais, parce que les concerts de Lily Krauss, cette grande femme avec une robe avec des tissus énormes, absolument très très chic, et qui parlait déjà au public, qui adorait parler même avant de jouer, ou qui s'adressait, qui prenait à témoin le public, et c'était une ambiance magnifique, quoi, si vous voulez. Ça, c'était un grand souvenir, et une personne qui avait une grande spontanéité musicale, si vous voulez. C'était plus une grande musicienne enfin, c'est une grande pianiste aussi, mais c'était pas une virtuose au sens où on l'entend de personnes qui jouent toutes les œuvres les plus difficiles avec une grande facilité. Elle était magnifique pianiste, mais c'était surtout profondément une musicienne d'une grande sensibilité, et qui avait une joie communicative quand elle jouait, que c'était magnifique. Donc ça, c'était c'était des contacts forts, quoi, si vous voulez. Bon, et donc après, Pierre Sancan, ça c'était, je le voyais chaque semaine au conservatoire, donc et c'était quelqu'un de très humain aussi, très proche de ses élèves, qui lui avait une attitude
autant Lily Krauss n'était pas forcément passionnée par des problèmes vraiment pianistiques, de doigté, de placement de main, c'était pas trop son truc, si vous voulez. Elle, c'était l'émotion, le climat, le caractère, voilà, c'est ça. Et mon professeur à Nice aussi, c'était pas trop attention, place bien ton coude, etc. Mais le Sancan, c'était vraiment un peu une espèce de technique assez rationnelle, et qu'avait aussi évidemment Jean Fasina, si vous voulez, d'une certaine manière. C'était des personnages qui n'étaient pas les mêmes, mais qui avaient une approche qui était quand même... oui, il y avait une recherche, c'est-à-dire cette envie de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas, tel passage chez un étudiant. Il y a une raison, c'est pas parce qu'il est moins doué qu'un autre, mais peut-être que il s'y prend mal, il se place mal, il met un mauvais doigté, il a un blocage ici, là. Il y avait toute une notion de faire intervenir le corps, si vous voulez. Et le corps, c'est pas seulement les doigts ou le poignet, c'est-à-dire c'était vraiment toute la posture, toute l'attitude, ce qui n'était pas franchement le cas peut-être d'un certain type d'enseignement avant, qui était, vous voyez. Et Georgi Chebok, avec lequel j'ai travaillé assez souvent aussi, lui aussi était quelqu'un d'une certaine manière intellectuelle dans la manière de disséquer les problèmes pianistiques, mais c'est un immense musicien qui avait une connaissance du répertoire, qui avait joué pratiquement tout. Moi, j'étais très impressionné dans les masterclass. On lui jouait là aussi bien la sonate de Liszt qu'une sonate de Prokofiev, que n'importe quelle étude de Liszt, de Scriabine. Il se mettait au piano, il jouait le passage dans le tempo, comme s'il l'avait travaillé depuis toujours, si vous voulez. Donc c'était très impressionnant chez Bock. Voilà. Et puis, mais chacun évidemment amenait. Ils n'étaient pas stéréotypés du tout. C'était des gens qui avaient, je crois, c'est ce qui fait la force d'un bon enseignement, c'était cette envie d'aider quelqu'un, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, et pas forcément de changer ou de façonner, si vous voulez, quelqu'un à sa manière, à sa propre manière, mais chacun a ses qualités. Et je pense que d'ailleurs dans l'enseignement, c'est une grande chose, c'est d'essayer de savoir, de voir déjà les qualités des gens plutôt que d'essayer de voir les défauts. Alors après, si on peut s'appuyer sur les qualités pour gommer, peut-être, j'aime pas tellement le mot, c'est pas un mot, mais pour essayer d'atténuer certains défauts, ça c'est formidable. Mais pas souvent il y avait des enseignements qui étaient dans le sens un peu opposé, c'est-à-dire encore là, oulala, t'es mal placé, c'est très mauvais, etc. Mais il s'agit avant tout la musique, faut l'écouter, quoi. Hein, donc c'est ça il y a le son, quoi. Et le son, ça c'est une chose très très, on va en parler peut-être chez Jean Fasina, qui est fondamentale. Et justement, y a-t-il eu les différences chez Monsieur Fasina qui vous ont marqué par rapport aux enseignements existants, classiques, courants? Écoutez, évidemment, ce sont mes impressions personnelles, encore une fois. Hein, donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et appris et marqué, c'était disons la perception, la sensibilité qui faisait naître chez le pianiste je dirais, de la perception tactile, si vous voulez, c'est-à-dire du doigt, je dirais même, de cette partie de la pulpe, si vous voulez, par rapport à la touche et par rapport au son. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça. Plutôt que, ce qui évitait évidemment toute forme d'écrasement, parce que si on écrase un doigt, dans le fond, on n'a pas une perception sensible. On peut faire une attaque très, très, très rapide, très, très forte, etc. Mais, après, ce qu'il faut, c'est prendre le relais d'arriver à continuer le contact avec la note sans forcément écraser, continuer la pression, si vous voulez. Hein, bon, c'est-à-dire que ça, c'était assez subtil. Ça, une chose qui m'a beaucoup intéressé, que j'avais pas vraiment entendu chez les autres maîtres, que peut-être que j'avais pas su l'entendre, je sais pas. Mais voilà. Et ça, c'était. Et puis aussi, évidemment, relaxation, mais ça, je l'avais Sancan était très basé sur ça aussi, chez Bock aussi, sur le placement des omoplates, du dos, placement de la main, placement du coude, tout ça. Bon, mais ça confortait aussi quand même ces notions pour avoir une technique, il y a plusieurs. Alors évidemment, il y a des étudiants, certaines personnes qui font des choses naturellement. Bon.
Dans le fond, c'est peut-être pas la peine de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils le font naturellement, parce que s'ils le font naturellement, c'est encore plus spontané. Mais je pense on fait pas tout naturellement. Je pense qu'il y a des choses ça peut coincer un petit peu, et c'est là où l'attitude d'une explication un petit peu plus rationnelle a son importance, je pense. Oui. Effectivement, pour moi, Monsieur Fassina était un des rares maîtres qui était capable d'expliquer étape par étape, de façon limpide, ce mouvement corporel nécessaire à l'expression du son. Il y avait chez lui cette recherche peut-être de cohérence parfaite entre le corps et l'esprit. Quelles ont été vos impressions sur ce sujet? Oui, vous le dites très très bien. Alors, je vais le dire moins bien que vous, sûrement. Oui. Non, mais c'est vrai que bon, le corps, évidemment, le son, il vient pas du doigt. Je veux dire, il vient du dos, il vient de tout le corps. On peut même éventuellement la position des pieds aussi a son importance. Enfin bon, c'est tout un. Il faut qu'il y ait une harmonie dans le corps, si vous voulez, pour que dans le fond, bon. Donc ça, il était très sensible à ça, et il y a différentes vecteurs, si vous voulez, différentes parties du corps qui sont. Quand on va voir un bon ostéopathe aussi, il vous explique aussi ça. Je veux dire que si on a mal là, c'est peut-être parce qu'il y a un truc ici. Bon, c'est un petit peu de cet ordre-là. Et Jean Fassina, donc, il était passionné par ça. Il aimait ça, parce que et donc c'est ça qui faisait que son discours était très fort aussi, parce que on sentait que c'était pas des formules ou des définitions qu'il donnait, mais des choses qu'il vivait. C'était du vécu. Et adapté aussi quand même à l'étudiant aussi, parce que il disait sûrement, il y avait des choses sûrement communes qu'il disait à ses étudiants, mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient propres à certaines personnes. On insiste plus sur certains aspects qu'avec d'autres personnes, si vous voulez, parce qu'en fonction de la morphologie, en fonction de la manière de jouer, parce que chacun, dans le fond, le but, c'est que chacun ait sa manière de jouer. Il ne faut pas imaginer qu'il faut faire en sorte que tout le monde joue de la même manière, parce que ça serait très ennuyeux, et ça serait, à mon avis, une erreur, si vous voulez, dans l'enseignement. Même si on a des très bons principes, il ne faut pas non plus être rigide par rapport à ça. Je veux dire, on voit quand même des immenses pianistes. Certains jouent très bas, d'autres jouent très haut. Forcerait de constater que, bon, si vous regardez la position de Monsieur Glenn Gould ou de Monsieur Ashkenazi ou Barenboim ou des gens comme ça, ou Michelangeli, c'est pas vraiment ou Horowitz, sa manière de truc, donc c'est vraiment des positions assez différentes. Et le résultat, bon, c'est quand même magnifique. Je veux dire, bon, donc chacun en fonction peut-être de la longueur de l'avant-bras, la longueur des bras, et puis ce qui est important, c'est que d'arriver à avoir une harmonie, que le corps arrive à faire en sorte que l'instrument est le prolongement du corps, si vous voulez. En fait, c'est ça. Oui. Et non pas traiter l'instrument comme quelque chose à part ou quelque chose d'extérieur. Bon. Et c'est ça qui fait que le son, c'est ce qui fait la beauté du son, je pense, c'est justement ce contact. Alors évidemment, le contact, il est là, parce qu'on joue du piano avec les doigts. Pas seulement avec les doigts, mais avant tout aussi avec les doigts. Le premier contact. Voilà, c'est ça. Donc il faut que là, le contact se fasse, quoi, si vous voulez. Alors il peut se faire de différentes manières, et surtout que ce soit toujours relié à une chose, c'est-à-dire à l'écoute et au son. Et à la phrase musicale, parce que c'est pas on doit pas mettre au point une technique et puis après on parle de la musique. Il est évident que on parle de la musique, on parle du texte, du phrasé de l'auteur, des différentes dynamiques, et puis on adapte les outils, si je puis dire. Donc il y a un côté très artisanal et que je trouve très noble, justement. C'est ça qui est intéressant dans ce métier d'instrumentiste, pas seulement au piano, d'ailleurs, pour tous les instruments. C'est ce côté de l'artisan qui cherche. Il faut qu'il sache déjà qu'il a beaucoup d'instruments à sa disposition, mais il faut savoir quel type d'instrument il va utiliser. Instrument, je veux dire, je parle pas au piano, là, je parle plus à un tournevis, à une pince, à un truc. Qu'est-ce que je vais utiliser? Les outils, je veux dire, voilà, tout à fait. Dans ce cas pour
pour atteindre l'idée musicale qu'on a d'une œuvre, ou qui émane plutôt d'une œuvre, parce que l'idée musicale, dans le fond, c'est l'idée du compositeur. Bon, alors, on voit qu'il peut y avoir des approches différentes, et heureusement, hein. Mais quand même, bon, il faut toujours partir. Moi, je trouve que la base, c'est quand même la partition, quoi. On a la partition, on a les yeux, on a les oreilles, voilà. Et c'est ça qui fait que, avec sa propre sensibilité, après, les facteurs varient selon les personnalités, hein. C'est ça, je pense. D'accord. Et comment se passait le travail avec Monsieur Fassina pour vous? C'est-à-dire, ce qui m'a surpris aussi la première fois, c'est-à-dire que là, avec Jean Fassina, le temps n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que, pas dire, on a 1 heure devant nous, on n'a pas 1 heure, on a 4 heures, 4 heures et demie, enfin 5 heures. C'est-à-dire, il était capable, il avait envie de passer, il pouvait passer 40 minutes sur une mesure, si vous voulez. Alors, ce qui est très bien et qui peut être aussi très dangereux aussi, hein, parce que, je veux dire, à un moment donné, c'est très très bien de disséquer, mais il faut aussi revenir à quelque chose de naturel. Alors c'est justement, comme vous parliez tout à l'heure, des phases successives un petit peu qu'il abordait, justement, il y a ce côté, voilà, mais le but, dans le fond, quand on joue, c'est de penser que à la musique, à l'émotion qu'on veut faire passer, et pas à penser là je vais mettre un troisième, là je vais placer mon coude en jouant dans le travail. Oui, bien sûr, c'est des choses à mettre au point, mais après, quand on joue en concert, on va pas penser à telle position, parce que je pense que c'est un travail qui doit être digéré, si je puis dire, abordé bien avant, en amont, si vous voulez, et après, quand on est devant, qu'on joue soit pour soi, soit pour le public, bon, il faut qu'on fasse abstraction de toutes ces choses-là qui doivent être complètement intégrées, si vous voulez, à soi-même, et je dirais presque d'une manière, enfin, pour que ce soit vraiment authentique, il faut qu'on n'ait plus à y penser d'une certaine manière, hein, et qu'on n'ait plus qu'à penser à la ligne musicale qu'on veut suivre, à l'équilibre, à la balance, etc. Et donc ça, c'est cette notion de temps, effectivement, m'avait beaucoup impressionné, parce que c'est rare de voir quelqu'un qui se dit, bon, on va voir quelqu'un à 2 heures de l'après-midi, puis on se dit, bon, mais peut-être à 4 heures, peut-être ça sera terminé, enfin bon. Et en fait, à 6 heures, on était encore en train de travailler. Bon. Donc ça, ça montrait bien sa grande générosité, et ça montre aussi, évidemment, l'immensité du travail, si vous voulez, instrumental et musical, qui fait qu'il n'y a pas de limite, parce qu'on peut très bien dire aussi 5 heures, c'est pas beaucoup. Mais à un moment donné, il y a aussi un problème de concentration, parce que c'était des travails très très intenses. On ne discutait pas, c'était vraiment une intensité qui fait que quand on sortait de là, même quand on a l'habitude d'être très concentré, au bout de 4 heures, on a besoin de souffler un peu, comme on dit, vous voyez, je veux dire. Mais on était très heureux parce qu'on avait l'impression d'être meilleur, si vous voulez. C'est ça aussi, ce sentiment qu'on peut voir aussi, que moi je vois aussi par rapport à certains élèves que j'ai eu, notamment par exemple dans le cadre de la Hochschule de Hanovre où j'ai enseigné. C'est-à-dire qu'on voit à la fin, au bout de 2 heures, 3 heures, que l'étudiant il est vraiment heureux d'avoir été, je dirais un peu, j'allais dire vulgairement, un peu pressé comme un citron, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on essaie de retirer le plus, de sortir le plus de possibilités. Alors évidemment, c'est une grande fatigue après, mais on se sent enrichi, quoi, si vous voulez. C'est gratifiant comme voilà, travail. C'est très gratifiant pour l'enseignant, mais c'est comme si on avait fait une transfusion sanguine. Enfin, on m'a jamais fait de transfusion sanguine, mais j'imagine que si on faisait une transfusion sanguine avec un sang plein d'énergie, etc., ça doit être peut-être la personne se sent revivre, si vous voulez. Et surtout ce sentiment, je disais, d'en sortir meilleur, quoi, si vous voulez. On est meilleur en sortant qu'au début, si vous voulez. Donc ça, c'est, sur le plan psychologique, c'est quand même très important, si vous voulez, parce que on voit que c'est possible aussi, si vous voulez, hein, ça c'est, et que c'est pas uniquement des heures de travail pendant des mois et des mois. Les heures sont importantes, mais c'est la qualité du travail. C'est ça qui est important.
D'accord. Et justement, au niveau du temps, Monsieur Fassina accordait beaucoup d'importance aux doigtés et il accordait beaucoup de temps justement pour écrire les doigtés pour chaque élève. Alors j'avais une grande admiration parce qu'en fait souvent il y avait un piano, donc l'élève était au piano, lui il était en général à la droite du pianiste, donc si vous voulez le clavier il était là, il se mettait comme ça et il trouvait des très très bons doigtés dans une position dans le fond qui est pas vraiment naturelle, si vous voulez, hein. Mais ça il avait cette expérience là, hein, parce que en général moi quand je cherche un doigté pour un étudiant, je lui demande de se lever, je me mets à sa place, et puis voilà, bon, on essaie de se mettre. Et lui, il avait cette connaissance absolument extraordinaire, et c'était au début, c'était impressionnant. Je dis, ben, d'enfant, il est là, juste à côté, et il trouve le bon doigté. Oui, c'est. Je me souviens de lui avec un grand crayon, avec le gros gomme qui est attaché. Il écrivait, oui, les doigtés. C'est très important d'écrire correctement les doigtés. C'est-à-dire que ce soit très lisible, assez affirmé, avec pas n'importe quel type de crayon non plus. Oui. Et d'ailleurs, je dois dire que Pierre Sancan écrivait des doigtés, des gros doigtés aussi. Enfin, comme gros, je veux dire dans le sens, c'est pas des petits chiffres, quoi, si vous voulez. Ouais, ça, je me rappelle, j'ai même des partitions à lui, encore de Pierre Sancan, où il a écrivé un doigté pratiquement au-dessus de chaque note, hein, pratiquement. Et justement, au sein du programme pédagogique de l'école Jean Fassina, nous avons un projet de publication de ces doigtés. Oui, oui. Comment vous trouvez ce projet? Ah ben je pense que c'est une chose très intéressante parce que c'est évidemment un héritage d'une certaine manière, hein, d'avoir les doigtés de bon, même quand on parle de Jean Fassina, on pourrait parler de Chopin. Je pense il serait pas gêné qu'on parle de Chopin parce que dans le fond c'était le premier, enfin à ma connaissance, grand musicien, grand pianiste qui a révolutionné un peu l'art de doigté. Hein, c'est-à-dire avec des positions qu'avant on n'utilisait pas dans la période classique, si vous voulez, Chopin. Hein, bon. Et donc, quand on voit des partitions avec les doigtés de Chopin, c'est quand même... moi, on a l'impression d'entrer un peu dans le quotidien de Chopin, parce qu'il les a marqués en réfléchissant, en travaillant, si vous voulez, et c'est passionnant, quoi. C'est très intime, d'une certaine manière. D'avoir accès. Et de la même manière que, par exemple, les doigtés que met Arthur Schnabel aussi sur ses sonates de Beethoven sont très intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement les mettre, c'est pas ça. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a mis ça. Parce qu'il y a une raison musicale, une couleur, une recherche d'une couleur qui, avec certains doigts, se fait tout à fait naturellement. Un phrasé se fait beaucoup plus naturellement avec un doigté plutôt qu'avec un autre, si vous voulez, hein. Alors que souvent, peut-être quand on est étudiant, on pense plus à une utilisation, je dirais, d'essayer de mettre des doigts forts, hein, puisque les doigts forts, c'est les doigts faibles, c'est 4 et 5 dans le fond, et on se dit, voilà, là on met des doigts forts, on va avoir plus de facilité pour jouer les notes, mais on les insère pas dans le phrasé. Et donc les doigts faibles, heureusement qu'il y a des doigts faibles. Je veux dire, la main, elle est faite comme ça. Et Chopin, quand il a écrit, il a écrit pour une main qui a des doigts faibles et des doigts forts. Je veux dire, bon, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette subtilité. C'est une grande subtilité. Et je pense que le fait de communiquer les doigtés de Jean Fassina, je pense qu'il faut les expliquer malgré tout, parce il faut pas mettre les doigtés de Jean Fassina entre n'importe quelle main, si je puis dire, au doigt, parce que c'est le rôle aussi de professeur de dire, voilà, pour quelle raison il mettait ce doigté-là, parce que c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours parce que c'est une question de placement, une question de choix, de dynamique, Effectivement, c'est un fruit de l'acheminement, de réflexion qui donne un certain doigté. Je reviens juste à une question que vous m'avez posée aussi par rapport à ce qui m'avait un peu surpris, pas surpris, mais après appris. Je reviens à une chose, c'est le fait que, en gros, toute attaque doit être rapide, d'une certaine manière. C'est-à-dire la rapidité du doigt. Et notamment, moi je me rappelle par rapport au legato. C'est-à-dire qu'il disait d'ailleurs le legato, il faut le travailler staccato,
le staccato, il faut le travailler le legato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le legato, dans l'esprit des gens, des gens, de certains pianistes, c'est se dire, bon, on n'articule pas trop, hein, faut pas trop faire d'accent, on est là, avoir un jeu presque un peu flou, si vous voulez. Ce qui est une idée complètement fausse, si vous voulez. Le legato est un jeu très précis, mais c'est un transfert de poids, mais il faut qu'il y ait une action du doigt, si vous voulez. Donc il y a un côté, on pourrait dire presque qu'il y a une verticalité, et ça, Jean Fassina a employé beaucoup ce mot, verticalité du son, fondamentale pour avoir un legato et une ligne musicale. Parce que le mot vertical a été employé souvent en disant « Oh là là, ce pianiste a un jeu vertical », c'était très péjoratif, si vous voulez. En gros, ça voulait dire qu'il tapait, quoi, si vous voulez. En gros, c'est ça. Mais la verticalité du son, c'est-à-dire qu'il y a un doigt qui attaque rapidement, même, et je dirais presque surtout, il faut essayer de le faire dans les nuances piano, pianissimo. Et quand on a la chance de voir des témoignages par exemple, de Michelangeli a un jeu très articulé, je veux dire, et notamment, je regardais encore dernièrement les fins de phrases, les dernières notes, ces notes sont articulées parce que comme ça, elles ont une couleur. Hein, tandis que souvent on disait bon, la fin de phrase, voilà, on estompe, ce soit estompé un petit peu, et en fait, évidemment, dans une grande salle, ça ne passe pas, ça. Si on est à 2 mètres de l'étudiant, on comprend. Si on est, j'allais dire salle Pleyel, malheureusement, il n'y a plus de musique classique salle Pleyel, mais je veux dire, dans une grande salle, effectivement, ce genre de choses n'est pas perceptible. Comme on dit dans le métier, ça ne passe pas. C'est-à-dire que le spectateur, l'auditeur qui est au fond de la salle, n'a pas un accès à la couleur dans ce genre, si on n'a pas cette espèce de, je dirais presque de percussion, mais une percussion dans le bon sens du terme. Et puis il y a percussion et percussion. C'est pas toujours percussion. Ça veut pas dire toujours qu'on joue du Prokofiev. Et encore, dans le Prokofiev, il y a un grand lyrisme et c'est une grande subtilité. Donc il faut éviter les clichés. Mais ça m'avait marqué cette histoire de rapidité du doigt, c'est-à-dire le piano, enfin, il se joue vers le bas. Et après, on peut quitter, si vous voulez. Tandis que si on est là et que c'est pas naturel de faire ça, c'est-à-dire sur une forme de rebondissement, quoi, en fait. Comme une balle. La balle, elle rebondit si on la jette par terre, si vous voulez. Si vous la jetez pas par terre, elle rebondit pas, hein. Je pense que quand on voit jouer quelqu'un comme une immense pianiste comme Martha Argerich aussi, vous voyez, c'est une espèce de rebondissement naturel. Mais il y a un impact, il y a une chose qui fait que la rapidité permet justement la relaxation par la suite. Mais la relaxation ne doit pas vraiment se faire au moment de l'attaque, si vous voulez. La relaxation du doigt, vous voyez, souvent. Et ça, c'était très intéressant. Au moins dans sa formulation, la manière dont il formulait, parce que c'était sans doute pas lui qui avait inventé ça, c'est pas ce que je veux dire, mais dans la manière de dire, moi ça m'avait vraiment interpellé, quoi, si vous voulez. Ouais. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de lui? Écoutez, il y en a plusieurs, évidemment. Moi j'ai des souvenirs, évidemment, je pense au dernier souvenir que j'ai eu avec lui, c'était l'année dernière, nous nous trouvions donc au Maroc pour un jury d'un concours international de Rabat, hein, et nous habitions tous dans une superbe endroit, enfin avec un décor marocain magnifique, des jardins, etc. Et donc c'était on prenait les repas évidemment ensemble, donc c'est cette espèce de vie enfin, j'allais dire communautaire, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin, de partage, petit déjeuner, après les jurys, on plaisantait, il aimait beaucoup plaisanter, si vous voulez, Jean, hein, il aimait beaucoup plaisanter. Moi, je déteste pas plaisanter non plus, si vous voulez, donc, si vous voulez, ça se passait bien sur ce plan-là. Et il avait un ton de voix aussi qui est quand même très, très attachant, c'est-à-dire, il avait une diction, une très bonne diction, il a une voix qui portait, mais qui était chaleureuse en même temps, si vous voulez. Ça, c'était comme il avait la voix de son personnage, enfin de sa personnalité, si vous voulez. Et il avait
une forme de naïveté, mais au bon sens du terme, je dirais aussi, qui le rendait aussi très attachant. Il était plein enfin, il savait énormément de choses. Au niveau du piano, il y a peu de gens qui connaissent le piano aussi, et le répertoire pianistique aussi bien que lui, si vous voulez. Mais en même temps, il avait un pouvoir aussi d'émerveillement, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui était blasé. Et ça, c'est très important, parce que bon, à son âge, il en a entendu des pianistes, il en a entendu des gens extraordinaires, ou des musiques formidables. Et en fait, il avait toujours cet intérêt, peut-être l'intérêt de l'enfant, peut-être qui était aussi en lui, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça que je trouvais très attachant. Donc, on a visité des choses, on s'est promené. Bon, il avait un petit peu de difficulté l'année dernière encore à marcher. Bon, c'était plus, mais on a fait des repas au restaurant, on a rigolé, on plaisantait. C'est grande convivialité, grande fraternité, je dirais. Malgré une différence d'âge, parce qu'il mettait tout le monde très à l'aise, si vous voulez. Donc c'est ça que je garde. Bon, on a passé ici même des réveillons du jour de l'an avec des tas d'amis, et j'ai d'excellents souvenirs avec lui. Des choses, des détails très très précis, peut-être, bon, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit maintenant, mais enfin, on a partagé beaucoup de choses, si vous voulez, et puis il avait des avis tout à fait catégoriques aussi. C'est pas quelqu'un qui était, des fois, quand il aimait pas quelqu'un ou il aimait pas un pianiste, il pouvait être très dur. Est-ce qu'il était trop, je sais pas, mais bon, et aussi bien d'ailleurs dans ses positions dans les jurys aussi. Des fois, il y avait des choses qu'il ne supportait pas, par exemple là. Il ne supportait pas certaines choses, un certain goût qu'on peut appeler mauvais goût, bien que bon, ça se discute encore, parce que on peut pas donner une définition du mauvais goût, du bon goût. C'est l'histoire un peu de chacun. Mais c'était pas quelqu'un de tendre, et en même temps c'était quelqu'un qui était très tendre. Voilà. Donc c'était un personnage complet, généreux, et qui a apporté beaucoup de bien, je dirais, à toutes les personnes qui l'ont côtoyé, quoi, qui ont cette dimension humaine, chaleureuse, et puis d'expert aussi en même temps. Parce que quand on dit le mot expert, on pense à quelque chose à quelqu'un plutôt de froid, un petit peu, hein. Les experts, enfin, on va pas parler des experts après la crise on vient de vivre, mais enfin, bon, on n'en a pas une idée très chaleureuse, si vous voulez, hein. Et lui, justement, il arrivait à sublimer ça, c'est-à-dire à rester authentique, tout en apportant beaucoup, et puis à rester ouvert aussi à différentes approches. Je pense que c'était un personnage irremplaçable, je veux dire, ça c'est vrai, et c'est pour ça que en même temps maintenant il nous a quittés. On est très triste, mais en même temps il a tellement donné de lui-même à tous ceux qui l'ont approché et qui ont su ou qui ont eu la chance de pouvoir, que il est aussi en nous. C'est un peu une banalité de dire ce genre de formule qu'on dit toujours, il ne mourra jamais, etc. Bon, ben, il est plus là malheureusement depuis ce monde, mais c'est vrai que il nous habite d'une certaine manière encore, chacun à sa manière, d'une manière authentique, quoi. Et c'est ça, je trouve ce qui est la force d'un grand personnage comme ça. Je pense que pour moi, c'est ça on peut dire, c'est une vie totalement réussie, parce que il n'a pas eu accès, parce qu'il n'a pas voulu, je dirais, à certaines formes de reconnaissance officielle, je dirais. Puisqu'il vous voyez, bon, et c'est pour ça que votre initiative de fonder une école qui porte son nom rétablit une justice d'une certaine manière, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Jean Fassina, il a toujours été considéré un peu comme un marginal d'une certaine manière par les autres collègues du conservatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ça, je pense qu'il en a souffert aussi, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais en même temps, il a voulu garder son indépendance, il a voulu garder son authenticité. Donc, c'est les deux, le côté de
il y a deux côtés de la pièce, si vous voulez. Il y a le bon côté, c'est-à-dire il est resté authentique, mais il n'a pas fait de compromission, il n'a pas fait de tadron de jambes, etc., qui aurait pu lui permettre peut-être d'être plus reconnu. Et voilà, bon, ça c'est le cas aussi de plusieurs personnes aussi, hein, je veux dire. Mais c'est ça qui le rend très attachant, ce qui fait que chacun qui a eu la chance de le côtoyer en profite encore maintenant, si je puis dire, enfin profiter au sens noble du terme, c'est-à-dire on sent sa chaleur encore, c'est-à-dire dans certaines... Moi quand je travaille une œuvre, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il aurait dit Jean, qu'est-ce qu'il aurait mis comme doigté Jean? C'est pas que je veux à tout prix trouver les doigtés de Jean Fassina, c'est pas ça, mais c'était une référence, si vous voulez, une référence professionnelle et une référence affective aussi, si vous voulez. Donc je pense que pour un artiste, c'est très important aussi d'avoir ces deux aspects. Donc c'est ça que je dirais, enfin pour un peu pas clôturer, mais enfin donner cette idée de plénitude, et que je pense que c'est quelqu'un qui a laissé des écrits, il a écrit certaines choses, etc. Mais c'était cet enseignement oral, dans le fond, qui est fondamental chez nous, c'est-à-dire que quand on dit un tel était élève de Liszt, et puis élève de Sauer, et puis élève de ci, élève de là, voilà. Bon, il y a toute une tradition orale qui fait que on arrive, d'une certaine manière, il y a cette tradition qu'on arrive à travers certains professeurs à transmettre, et c'est le grand plaisir qu'on peut avoir aussi, par exemple pour les Européens, d'aller souvent au Japon, puisqu'il y a une soif de connaître la culture, enfin je dirais française, mais pas seulement. Enfin bon, parlons moi j'ai été étonné au début, moi je suis plus étonné du tout, mais j'avais c'est une petite chose personnelle, mais j'avais enregistré il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, pour la première fois, les œuvres de Louis Vierne au piano. Donc c'était la première fois que ça avait été fait. Bon, c'est 2 CD. Et j'avais fait le CD n'était pas encore sorti en France. Et j'arrive à Tokyo, j'avais un concert à Bunka-Kaikan. Et après la répétition, je suis allé me promener un peu, et il y avait un marchand de disques que j'avais pas du tout prévenu, je ne connaissais pas, qui était là avec mon disque de Vierne, si vous voulez. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est la première fois que je l'ai vu, parce qu'il y a cette soif qu'il y a, cet intérêt qu'il y a au Japon, et peut-être aussi en Corée aussi d'ailleurs, d'approcher notre culture, si vous voulez. Donc ce que je voulais dire, c'est que, je referme cette parenthèse, c'est que on a ce plaisir aussi de transmettre aux étudiants que l'on rencontre, et qui sont très très nombreux, justement une forme de tradition ou un enseignement, moi, de Pierre Sancan, de certaines choses que disait Jean Fassina. Ben, je le dis parce que j'en suis convaincu. Je le dis pas pour répéter comme un perroquet, bien sûr. Et je pense que ces étudiants-là aussi, s'ils ont bien perçu le truc, vont aussi le redire. Et c'est ça qui est formidable dans l'enseignement. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de témoignage de ça. Mais il y a ce contact humain et cette tradition orale qui est fascinante, quoi, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est ce qui reste aussi de Jean. On peut regretter qu'il n'y ait pas assez de témoignages de son vivant, si vous voulez. Mais dans le fond, là, vous en faites, dans le fond, vous palliez ce manque en faisant ce film, et je vous en remercie et je vous en félicite, bien sûr. Je pense que ça va apporter beaucoup, parce qu'on va continuer. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, ils vont, j'espère recevoir à travers ce que certains de mes collègues et moi-même avons pu ou réussi à dire, quoi. C'est ça qui est. Donc ça, c'est formidable, aussi bien votre école et que ce film. Donc je pense que c'est vraiment une chose qui m'a passionné tout de suite, quoi. Enfin, pour vous dire, vous m'aviez au début très gentiment remercié d'avoir accepté. Maintenant, c'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité, si vous voulez, pour ça, parce que c'est une chose une dimension, je dirais en même temps personnelle, affective avec un personnage de Jean Fassina, mais en même temps, on a l'impression d'une certaine manière, modestement, on est un peu utile aussi. Vous
Vous voyez, je veux dire, à une forme d'enseignement, bon, qui est pour une infime partie peut-être, mais dans le fond, chacun amène apporte son eau au moulin, je veux dire, hein, c'est modestement, mais c'est ça qui fait aussi la tradition. C'est pas forcément une personne c'est des différents témoignages qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes, heureusement. Chacun va avoir un éclairage particulier, chacun aura été marqué par quelque chose plus que par une... Et c'est ça qui fait la richesse de son enseignement. Et donc, merci à Jean Fassina, bien sûr. Je suis très très émue par vos remerciements et vos encouragements. Vraiment. Mais c'est tout à fait sincère, hein, je vous assure. Mais et donc, je souhaite bonne chance évidemment à votre école parce que c'est une chose formidable, quoi. Si vous voulez, et qui n'existait pas. Donc là, vous avez pris une initiative aussi avec Madame aussi, et il faut que si on peut être plusieurs pour vous aider. Ça, vous pouvez compter sur moi, mais sur nous, je dirais, parce que on a l'impression d'être utile, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est rare, hein, dans notre époque, des fois. Voilà, bon, je pense que s'il y a une émotion qui est passée dans cette émission, c'est aussi, dans le fond, hein, je pense que notre caméraman et technicien va pas non plus protester qu'il y ait eu des témoignages avec émotion. Dans le fond, c'est le but aussi, non? C'est exactement tout le but. Voilà. Bon, mais merci à vous aussi à la technique, parce que sans la technique, on n'existe pas non plus. Hein, ça, donc, c'est une chaîne, c'est des maillons, et voilà, on peut pas dire qui est le plus important. Et c'est ça qui donne de la force à une chaîne, c'est le sentiment de faire partie d'une sorte de communauté ou d'un groupe qui va dans une même direction. C'est ça qui fait qu'on peut réaliser des choses.